Bonsoir à toutes et à tous. Immense plaisir d'accueillir ce soir notre expert, le docteur Guillaume Pourchet, qui est un chirurgien viscéral, qui est le responsable de la prise, du centre de la prise en charge de l'obésité à l'IMM. Guillaume, encore une fois, un très grand merci de répondre à mon invitation. Très bien, bonsoir Madina, merci également pour de m'avoir sollicité pour parler de ces sujets qui sont essentiels, je pense que au moins temporairement pour le Covid et sur la durée pour ce qui est de l'obésité, avec des relations entre ces deux pandémies. Présentation, pour, si vous le souhaitez, pouvoir un petit peu évoquer la pandémie Covid un peu dans les détails, même si nous savons tous beaucoup de choses puisque nous sommes tous abreuvés de médias et autres sources. Donc, je ne sais pas si c'est fonctionnel. Là, vous avez le partage d'écran. Oui, un instant, je vérifie. Oui, on voit bien ton écran. Oui. Parfait. Le sujet qui concerne les deux pandémies de 21e siècle, d'un côté de l'obésité qui touche à la fois les enfants, les adultes et qui peut être considérée comme une épidémie mondiale du 21e siècle, et d'autre côté l'épidémie de Covid qui vient nous toucher en plein fouet en France il y a quelques mois. Et ton équipe et toi, vous avez une expérience très riche sur le sujet. Donc, c'était l'objectif de Live Talk de ce soir. Très bien, parfait. Donc, effectivement, comme tu l'as présenté, moi, j'ai la chance de m'occuper et d'avoir monté une équipe de prise en charge de la maladie obésité à l'Institut Montsouris, à Paris, dans le 14e. Et donc, voilà, je voulais faire un petit rappel très rapide parce que je pense que tout le monde sait, c'est des diapositives qui sont un petit peu complexes, mais on est face à l'actualité, c'est le virus, ce virus à ARN. Si coronavirus, que ça fait partie c'est la famille des coronavirus, sont connus chez l'homme, qui sont énumérés de façon un petit peu scolaire ici. Des coronavirus, il y en a 4 qui sont saisonniers, qui sont finalement assez peu dangereux et connus. Et puis, nos deux dangereux personnages, à la fois le MERS coronavirus qui a fait parler de lui en 2003, avec cette épidémie en 2003, oui, tout à fait, en 2003, j'avais un doute, avec une létalité qui était majeure, pas loin de 40% de mortalité, dans la mesure où dans la série des SARS-CoV, donc les coronavirus dont on parle, il y en a 2 types. Il y en a un qu'on connaît, surtout les infectiologues, c'est le SARS-CoV-1, qui est un virus qui touche surtout les personnes qui viennent souvent du Moyen-Orient, notamment sur les pèlerinages à la Mecque, c'est un grand classique, et avec une transmission qui a une origine animale, comme pour le SARS-CoV-2, qui est le virus qu'on connaît aujourd'hui et qui touche le monde entier, de façon mondiale. Et ce SARS-CoV-1, c'était via les chameaux. Voilà, donc il y a une forte similitude entre ces deux virus. Les sources, en fait, sont assez complexes. Là, c'est aussi tout ça pour vous dire que finalement, un peu tous les animaux peuvent être le foyer de ces virus. Le chameau pour le SARS-CoV-1, qui est un grand classique, comme je vous le disais, et puis notre virus, Corona, donc le Covid-19, le corona SARS-CoV-2, qui, lui, qui a une origine du pangolin, donc la fameuse chauve-souris en Chine, et ça, c'est avéré aussi, c'est important de pouvoir clairement le dire. C'est une pathologie qui n'est pas très certainement pas du tout industrielle ou tactique. Il y a une origine assez classique finalement.
Alors ça, ce sont les données pour ceux qui sont intéressés, qui sont en direct. Alors là, c'est vrai que je les ai relevés dimanche seulement, mais avec le taux de reproduction, donc c'est les données de l'OMS, on peut y aller, vous avez le lien ici pour pouvoir le consulter. On voit donc ce R0, donc c'est-à-dire que c'est le nombre de personnes qui peuvent, qu'un individu va contaminer. Et donc, on l'estime pour ce virus-là, le SARS-CoV-2, autour de 5. Voilà. Bien sûr, en période de confinement, comme nous l'avons vécu en France et dans le monde, il est proche de zéro, puisqu'on est théoriquement isolé chez soi, donc il y a très peu de contamination. Euh, voilà. En France, je voulais mettre aussi un petit peu en relief les éléments. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout le graphique, c'est bon. Si, c'est Voilà. très bien Donc, visible. Ouais. voilà. Donc, l'idée étant, donc, qui vient de l'OMS, c'est de voir un petit peu l'évolution dans le temps du nombre de cas en fonction du territoire. Donc, vous voyez qu'aux États-Unis, vraiment, on a été dans une phase très importante, il y a beaucoup de personnes contaminées, une phase qui est plutôt dégressive ces derniers temps, mais voilà, on est quand même pas loin du pic. En Europe, ce sont les graphiques jaunes, enfin orange clair, et là, on est clairement en train de sortir avec toutes les phases de déconfinement. Il faut noter qu'en Afrique, c'est assez alarmant puisqu'on est encore dans une phase active hein, avec un nombre de cas qui augmente, certes qui est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis, en Europe ou en Asie bien sûr, parce qu'il y a eu des méthodes de confinement très précoces qui, j'espère, vont faire leur effet, mais on reste quand même dans une phase croissante. Donc ça, il faut le savoir. En France, le chiffre est sous-estimé très certainement parce qu'on n'a pas dépisté tout le monde de contaminés, autour de 160 000, mais le nombre de décès quand même est très bien connu, donc on approche des 30 On est à 000 30 000. décès. Voilà. Alors, bon, très vite aussi, parce que je pense que tout le monde connaît, mais la transmission, voilà, vraiment, les mesures barrières, c'est absolument essentiel de se laver les mains, de se protéger et de protéger les autres surtout. Les symptômes, on les a tous entendus 20 fois, avec cette fièvre et des symptômes qui sont très complexes et multiples. On va le voir, j'ai une petite diapositive juste après. Moi, il y avait un élément, je trouvais, qui était important de le rappeler, parce qu'on ne l'entend pas toujours très bien, pour bien comprendre cette pathologie, c'est que, comme toute pathologie virale, on a une phase d'incubation qui dure à peu près 5 jours, et une phase virale, donc avec les premiers symptômes, qui peuvent arriver jusqu'à J7, des symptômes très variés. Alors, on a beaucoup parlé de la gueusie, donc la perte du goût, l'anosmie, qui sont assez spécifiques de ce virus, qui est un tropisme, il est un neurotropisme, donc il va se loger comme le zona, le virus du zona, il va suivre les nerfs et avec même des encéphalopathies très graves, hein, des cas qui sont assez rares et qui ont eu lieu, mais à tout niveau, hein, aussi bien ophtalmique, enfin au niveau de l'œil qu'au niveau digestif, etc. Et puis cette phase qui est la phase grave, la phase immune, entre guillemets, c'est-à-dire une phase où on va faire la forme grave, voilà, et les décès qui vont suivre. Donc c'est une réaction inflammatoire très forte au virus. Alors, bon, la présentation clinique, on l'a évoqué, il y avait même des méningites, hein, des myocardites, enfin une phase inflammatoire très grave, des Guillain-Barré. Un élément aussi qu'il faut toujours rappeler sur cette pandémie, le fait que le dépistage le test le plus sensible dans les formes bien sûr cliniques, c'est le scanner, hein, qui a une sensibilité de 96%, donc, qui est très pertinent à faire en phase aiguë, qui permet de savoir si le malade est Covid ou pas, avec une forte sensibilité. Et puis, ça, ce sont les chiffres en fait, de mortalité qu'on a de l'OMS. On voit très clairement, c'est les personnes âgées. Quand on a plus de 70 ans, on est à fort risque de mourir de cette infection. Et les hommes aussi, hein, ça reste significatif, hein, presque 2 fois plus de risque de mourir quand on est un homme. Donc ça ressort. L'obésité n'a pas été matérialisée, mais c'est en relation, et je vais vous en parler même juste tout de suite. C'est-à-dire que ça, c'est un travail des réanimateurs
français, donc, qui avait fait un registre dans la phase aiguë. Il y a des publications qui sont en cours, bien sûr, hein, aussi, mais ça a été des éléments cliniques rapportés, c'est-à-dire que 40% des personnes en réanimation avaient un IMC de plus de 30, donc étaient en situation d'obésité de stade 1. Et donc, on était vraiment face à un facteur de risque de forme grave, très clairement ciblé, et qui a été même validé par un travail du CHU de Lille et des réanimateurs et chirurgiens de l'obésité d'ailleurs, qui a reconnu l'obésité comme un facteur indépendant du risque de ventilation et de forme grave, en plus de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que c'est pas parce que les obèses ont de l'hypertension ou parce que les obèses ont du diabète ou parce qu'ils ont de l'apnée du sommeil qu'ils sont plus à risque de faire une forme grave. C'est indépendant. C'est-à-dire que rien que le poids fait Mhm. qu'on est à risque de faire cette forme grave, de faire cette forme inflammatoire immune grave. Et pour moi, je le rappellerai plusieurs fois, mais c'est la preuve qu'on est face à une véritable maladie pour ce qui est de l'obésité. On le connaît, enfin personnellement je le sais depuis longtemps et j'en suis, mais c'est important de le rappeler pour les soignants, pour le grand public, pour les politiques, de rappeler tout ça. C'est-à-dire que l'expérience qu'on a de la pandémie actuelle qui a alerté et traumatisé notre monde moderne en quelques mois, eh bien, il nous permet d'avoir encore une preuve que le fait d'être en situation d'obésité, de kilos en trop, et bien sûr obésité sévère et morbide encore plus, eh bien c'est pas juste un problème de kilos. Il y a un dérèglement complexe qu'on maîtrise pas encore bien du corps et qui favorise la diffusion notamment inflammatoire de ces maladies. Donc c'est un élément très important pour moi, tout ça. Alors, pour les risques de forme grave, je vous ai aussi fait un petit rappel de l'énumération qu'on peut sortir de la littérature. C'est-à-dire que très clairement, je vous l'ai dit, l'âge, plus de 70 ans, on a un risque majeur de forme grave, les antécédents cardiaques, le diabète, l'obésité, hein, je vous le disais, dès 30. Bien sûr, toutes les affections respiratoires, cirrhose, toutes les maladies chroniques. La grossesse ressort également pour la période du troisième trimestre. L'immunodépression, les cancers évolutifs, la cirrhose. Donc ça, c'était des éléments un petit peu généraux. Alors, encore pour finir le sujet Covid, entre guillemets, comment se dépister? Je vous l'ai dit, quand on a une forme clinique, probablement que le scanner est plus pertinent, notamment bien sûr les formes respiratoires qui sont les plus fréquentes. Mais quand même, l'examen de référence, c'est la PCR. C'est-à-dire que pour savoir si on est positif, si on est Covid+, c'est la PCR. Malheureusement, ce test a une faible sensibilité. C'est-à-dire qu'on est seulement enfin, on a 30% de faux négatifs. Vous avez 30, voilà. Et donc ça, c'est terrible parce qu'on va faire ce test-là, on a les symptômes, on est décrit comme négatif, mais on l'est très certainement pas négatif. Donc c'est Oui, ça fait assez peu puissant. 1 sur 3, c'est beaucoup. C'est faible. Donc, voilà. Alors, tout ce qui est de la sérologie et ces éléments-là, alors c'est une courbe un peu complexe qui intègre à la fois la détection, vous voyez, de la PCR, mais également donc, les sérologies. Alors, n'étant pas immunologiste, même si j'ai eu la chance d'un peu travailler autour de tout ça, mais la sérologie, en fait, on va rechercher les anticorps qu'on a dans le sang. Et ces anticorps, ils n'apparaissent pas tout de suite. Donc, c'est une analyse qui n'est pas là pour faire du dépistage et d'un diagnostic en aigu. Par contre, c'est là pour savoir si on a été contact ou pas. Voilà. Donc, c'est un élément qui est très intéressant, avec une très bonne sensibilité, hein, qui est plus de 90%. Beaucoup de tests sont en évaluation. Alors, il y a les vraies sérologies et puis il y a des tests, je vous en mettrai je ne suis même pas sûr que je le mette la diapositive, mais il y a aussi des tests rapides. Donc là, on met une gouttelette de sang. Ils ont une bonne sensibilité, mais il y a une grande variabilité entre le vendeur de tests qui fait que ce n'est pas toujours aussi fiable que cela. Donc, plutôt une préférence pour la sérologie si on doit le faire. Mais ces sérologies, elles ont été bien cadrées par la HAS, ce que je vous mets tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'indications pour faire ces sérologies. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas parce que j'ai envie que je vais faire de la sérologie. Donc, c'est bien sûr dans un but de soin. Donc, un patient qui a eu une PCR
négative, il a des symptômes, le scanner est plus ou moins évocateur, normalement il doit l'être, ou on ne peut pas le faire, la sérologie peut justifier. Des diagnostics de rattrapage, les soignants, tous les soignants ont le droit de se faire tester, parce que ça, c'est un élément important. Voilà, donc il y a toute une liste assez précise des indications. Donc, vous voyez, je vous parlais de ce test rapide, c'est ces tests-là, donc avec une grande variabilité. Alors, on est face, tu l'as bien dit, Madina, une pandémie mondiale qui a vraiment fait rentrer le monde dans la torpeur. Hein, on est vraiment figé, la torpeur économique. Et voilà, on est en train d'en sortir, heureusement. Et puis, la solution, ce sera un vaccin, c'est très clair. Il y a un certain nombre de grandes firmes, d'instituts qui travaillent dessus, notamment des travaux qui devraient pouvoir sortir et nous permettre de bloquer cette grande pandémie. Pour ce qui est de la pandémie obésité, tu l'as dit, c'est pas comparable évidemment, hormis peut-être dans le fait que ça touche globalement le monde qui est en dehors des systèmes de très grande pauvreté et de famine. Mais dès qu'on a accès à une nourriture avec des régimes modernes, entre guillemets, eh bien, c'est malheureusement des populations qui sont toutes touchées, et probablement qu'il y a une sensibilité supérieure dans des populations qui ont vécu historiquement, plusieurs générations avant eux, des famines. Donc ça, c'est très intéressant dans la maladie obésité, puisque on est face à une véritable maladie chronique. Je vous l'ai dit, la preuve du Covid et du fait que l'obésité en tant que telle est un facteur indépendant de forme grave, donc c'est qu'il y a un dérèglement du corps dans ce cadre-là, et c'est pas juste parce qu'on mange trop, c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est une maladie chronique, c'est clair, qui a été reconnue par l'OMS en 1997, qui est une maladie qu'on connaît finalement assez mal, et tout reste à faire, et j'incite tous les jeunes chercheurs et les politiques et investisseurs à se lancer dans ce combat-là qui vaut le coup et qui pourra sauver des millions de personnes, parce qu'il faut qu'on comprenne cette maladie un peu mieux. Alors, il y a des grandes causes. Très clairement, c'est une maladie multifactorielle avec des causes d'ordre génétique. Donc, je vous l'évoquais un petit peu, c'est-à-dire que c'est surtout le caractère épigénétique. Donc, toutes ces grandes théories de la transmission de l'acquis, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, on hérite de gènes et de la lecture finalement de gènes. C'est comme des marque-pages qu'on met sur le livre génétique qu'on a, enfin les livres qu'on a dans son corps. Et quand on est musicien, eh bien, on va mettre ces marque-pages et on peut les transmettre à ses enfants. Donc, c'est-à-dire qu'on va transmettre une capacité plus rapide à apprendre la musique peut-être si on reçoit le gène. Et ça fonctionne aussi pour l'obésité. Donc, je vous le disais, par exemple au Mexique, le Mexique a vécu ces 70 dernières années et pendant longtemps dans la famine, dans les difficultés, donc une population qui a beaucoup souffert. Et en 50 ans, depuis 50 ans, ils sont rentrés dans le mode le pire qui soit, le mode de vie à l'américaine, entre guillemets, et il y a des taux d'obésité qui sont effrayants. On est à plus de 64% d'obésité dans ces populations-là, très brutalement. Donc, ils ont probablement un héritage, une sensibilité héritée de leur histoire. Deuxième grand facteur, c'est le microbiote. On sait les bactéries qu'on a sur le tube digestif qui interviennent. Ça aussi, ça doit intervenir dans le Covid. Le microbiote, on ne sait pas encore, mais il y a peut-être des choses qui sont intéressantes sur la sensibilité interindividuelle. Pourquoi certains l'ont eu, d'autres pas, alors qu'on a été contact autant, alors que le taux vous avez vu, le R0 est assez élevé. Hein, il n'est pas très élevé, mais il est assez élevé. Donc, pourquoi certains ne l'ont pas eu? Donc, on a peut-être des facteurs qui nous protègent. C'est possible. Dans l'obésité, vous avez un troisième facteur causal qui est les dérèglements hormonaux. Alors, je ne vais pas m'attarder non plus trop dessus. Et puis la psychologie, et ça, j'insiste un petit peu parce que il faut bien comprendre qu'un trauma psychique, c'est pas juste dans la tête, c'est tout son corps qui se dérègle. Et il y a des répercussions, on le sait très bien, dans les grandes dépressions, des immunités, des niveaux d'anticorps qui sont plus bas, et on se défend moins bien contre les infections. Donc, il y a le trauma psychique, le viol, enfin, tous les décès, les pertes.
le traumatisme a aussi une part dans cette maladie, obésité, et qui semble très, très fréquente. Un certain nombre on l'évalue encore assez mal, mais vraiment, on n'est pas loin de 50% de personnes qui ont vécu un trauma psychique à leur niveau dans cette population-là. Et je voulais aussi insister sur le fait que le comportement, donc le fait de mal manger, le fait de ne pas faire de sport, de la malbouffe, tout ça, c'est un facteur aggravant avant tout, et non pas un facteur étiologique. Ce n'est pas la cause de l'obésité. Et là, on a un tabou à briser, des idées reçues à lever, de l'ignorance à éclairer et à faire évoluer parce que c'est faux. Et il faut avoir un regard déculpabilisateur avec ces personnes qui sont souffrantes avant tout et qui sont seules et méprisées par une société. Donc ça, c'est très, très important, et à tel point que certaines études ressortent même là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit que la discrimination, notre regard, le regard de la société, le regard de sa famille, de ses proches, quand on est obèse, eh bien, c'est probablement aussi grave que de mal manger. C'est probablement aussi grave, ça aggrave la maladie de la même manière. Donc, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là, et ça, c'est très important. Je prends toujours l'exemple, Madina, c'est-à-dire qu'un diabétique de type 2, on ne lui dit pas: ah, tiens, tu as mangé trop de sucre quand tu étais Oui, c'est petit, vrai. quand même, tu exagères. Eh bien, ça, on ne le dit jamais. Tout le monde sait que Mhm, le diabète, ce n'est pas de sa faute, ça peut arriver. Il faut apprendre à manger le mhm. sucre ou à en manger très peu. Voilà. Et l'obésité, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est même probablement beaucoup plus compliqué que le diabète de type 2 parce que ça joue sur plein d'autres facteurs. Mais le mauvais comportement, ce n'est pas la cause, c'est un facteur d'aggravation comme le sucre pour le diabétique. Voilà, et puis c'est une Tout à maladie fait. chronique. Alors, je parle beaucoup, mais il y a, on voit, hein, comme toutes les maladies chroniques, hein, ça c'était une étude OBEPI, qui est une étude française Française. voilà, Mm, qui a analysé l'incidence. On voit qu'on soit un homme, une femme, mm. et plus on vieillit, plus l'obésité, l'IMC va s'aggraver. Comme toutes les maladies chroniques, le diabète, il s'aggrave avec le temps. L'obésité, ça s'aggrave avec le temps. C'est une véritable maladie chronique. C'est une maladie chronique qui est très grave, qui va tuer les patients. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on n'est pas bien dans sa peau ou on a un peu de diabète, eh bien c'est on va mourir plus vite. Ça, c'est un travail qui est un petit peu ancien, qui date, c'est publié en 2010 dans le New England, mais qui est une puissance, voilà. C'est-à-dire qu'on a un travail prospectif sur plus d'1 460 000 personnes. Dans la tranche d'âge des gens qui ne doivent pas mourir, eh bien, on voit que quand on a un poids de façon indépendante des autres facteurs, hein, eh Ouais. bien, le fait d'avoir un poids trop élevé, on meurt 4 fois plus sur 10 ans. Donc, ça tue d'être gros. Et ça a été repris très clairement. On sait aujourd'hui, hein, c'est un travail de l'OCDE de 2017, l'obésité, les conséquences de l'obésité hein, tuent dans le monde 3 fois plus que la famine. On est passé dans une autre phase de l'humanité. On est vraiment dans… Et on est face à une pandémie dangereuse pour les humains. Et il faut la voir comme telle, la déculpabiliser et bien sûr la dépister et la traiter. Donc en France, on est plutôt protégé puisqu'on est autour de 17% d'obèses. Mhm. Je parle bien d'obèses de stade 1, donc c'est l'obésité simple. Probablement que dans les cas d'obésité simple, on a une chance de s'en sortir. Il y a des mesures d'hygiène où on peut arriver à faire en sorte de contrôler cette maladie, ce qui n'est probablement pas le cas dès qu'on est en obésité de stade 2, sévère ou morbide, stade 3. Voilà. Chez l'enfant en France, on a des données récentes françaises du ministère. On est passé de 3,2% à 5% des enfants qui sont touchés par l'obésité. Ça devrait être zéro. Ça devrait être zéro. Et non. Et ça augmente beaucoup Et plus ça vite augmente. que chez l'adulte. Donc là, vraiment, on est dans une situation urgente aussi. Il faut agir. C'est très important. Tout le monde a agi pour le Covid. Tout le monde a été très réactif. Mais là, on a quelque chose qui est en train de monter puissamment et on a les moyens en plus d'action. C'est ça qui est terrible. On a quand même si ça reste un traitement qu'on ne comprend pas toujours dans ces mécanismes, mais la chirurgie
quand on est en situation d'obésité morbide et sévère, eh bien, ça marche Oui. de façon exceptionnelle. On n'a pas d'équivalent. Mm. Et il faut la préparer, hein. Je ne veux pas trop m'attarder dessus, même si je vous montrerai des choses, mais ça, ce n'est pas un coup de baguette magique que de se faire opérer, mais c'est une nouvelle vie qu'il faut préparer, il y a plein de changements, donc ça prend beaucoup de temps et il ne faut pas se presser, mais on a quand même une thérapeutique et malheureusement, seulement 5% des gens qui ont l'indication de se faire opérer, en France, c'est des indications qui sont mondiales, même s'il y a certains pays où on a même baissé le niveau des indications, puisque pour se faire opérer, vous savez, il faut avoir un IMC supérieur à 35 avec des comorbidités ou avoir un IMC supérieur à 40 kg par mètre carré de façon isolée, tout en étant bien préparé pendant au moins 6 mois en amont. Donc, il y a seulement 5% des personnes qui devraient se faire opérer qui se font prendre en charge. Donc, 95% des patients ont peur, ne savent pas. On leur dit n'y va pas, tu vas mourir, c'est terrible. Donc, il y a vraiment un enjeu de société, de tabou, de dépistage à mettre en place. C'est vraiment très, très urgent. Quelques chiffres aussi de coûts pour la société, hein, c'est toujours intéressant de l'évoquer. On a le coût, c'est une estimation par le ministère de la Santé en France qui a été fait en 2016 par rapport aux chiffres de 2012. Eh bien, on a estimé le coût de l'obésité en comptant un peu le plus large possible, notamment les arrêts de travail, enfin, les hospitalisations et les comorbidités, etc. On est autour de 20 milliards par an. C'est énorme. Énorme. C'est énorme. énorme. Et le coût de la chirurgie, c'est misérable, c'est 600 millions par an d'euros. Donc, on a une thérapeutique merveilleuse, pas chère, parce que pour ceux qui connaissent, le traitement de l'apnée du sommeil, qui est remboursé en France, c'est par an 800 millions. Donc, c'est plus cher que la chirurgie et on le fait facilement. Donc, on est vraiment dans le tabou, en fait, hein. Ce n'est pas tellement un problème que ça coûte cher la chirurgie. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est qu'il y a du tabou, il y a de la peur médico-légale de certains politiques, de certains médecins, alors qu'on a suffisamment de preuves sur son efficacité. Alors, ça, c'est une diapositive pour vous parler un petit peu de la chirurgie, puisque c'est mon dada. Tu n'hésites pas à m'arrêter, Madina, si je suis un petit peu Non, long. au contraire, Voilà. c'est tellement intéressant et puis détaillé sur le sujet. Tu as C'est pratiquement ça, voilà. répondu à toutes les questions qu'on avait vues ensemble. Ah, c'est On va gentil. discuter de l'organisation un petit peu plus tard. Très bien. Donc, sur la mortalité, quand on entend parler, ah oui, tu ne vas pas te faire opérer pour ça, tu risques de mourir, aujourd'hui, c'est faux. C'est-à-dire que dans les années 90, avant l'avènement de la laparoscopie, donc le fait de faire des petites cicatrices au lieu de faire des grandes cicatrices, qui a été vraiment une révolution chirurgicale, et puis on peut être fier, puisque c'est un Français qui l'a quasiment inventé, même si on a du mal toujours à parler d'invention, mais voilà, donc et avant, on était autour de 2% de mortalité de ces chirurgies, ce qui était faible, mais très élevé, hein, parce que je vous avoue, dans le centre, on fait 300 patients par an. Je ne me voyais pas assumer 6 morts par an, hein. Heureusement, je peux dormir plus tranquillement que ce genre de chiffres. Et aujourd'hui, en fait, on est à 0,01. Enfin, ce sont des chiffres français, hein, qui viennent d'une étude qui a été publiée en 2016 de mon collègue Andrea Lazzati sur les chiffres, les datas françaises de mortalité au niveau de la sécurité sociale. Donc, c'est plus du tout une technique qui tue. C'est même, au contraire, ça sauve la vie, puisque encore sur les datas nationales françaises, donc, qui ont été utilisées par Jérémy Thérault, le professeur Thérault, qui a beaucoup travaillé sur l'exploitation des données de la CNAM et du SNIRAM, donc ce sont les bases de données françaises de santé. Et il a publié récemment, même si l'étude est rétrospective, donc c'est-à-dire qu'on a analysé de façon après coup la situation, mais c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'on a, notamment pour la sleeve gastrectomie, une baisse de 62% de la mortalité grâce à la chirurgie. C'est-à-dire qu'il a appareillé toutes les opérations réalisées en 2009, qui étaient autour de 9000 opérations, 5000 bypass et 4000 sleeves. C'était les débuts de la sleeve, hein, en France. Elle a été validée en 2008, la sleeve. Et il a
appareillé à une population équivalente qui n'a pas été opérée. Et avec 8000 personnes, enfin 9000 personnes appareillées en 4 mois. Et ils ont analysé 7 ans après. Donc c'est pour ça qu'ils ont analysé 2009. Et ils ont mis en évidence plein de choses, bien sûr, notamment le fait que ça augmente pas les suicides. Ça, c'était des choses qu'on a entendues pendant longtemps. Oui, quand même. Et que ça sauve la vie surtout. Pour moi, le principal message, il est là. C'est-à-dire qu'on est à 62% de réduction de la mortalité grâce à la chirurgie. Et ça, je ne connais pas beaucoup de chimiothérapies qui font ça sur 7 ans, alors qu'on les rembourse très largement. Donc, il y a beaucoup de choses quand même à dire et un traitement qui est exceptionnellement efficace. Je dois dire, c'est vrai qu'on est plutôt chanceux puisque la France a beaucoup travaillé sur la chirurgie. On est le pays européen qui fait le plus de procédures et un des premiers dans le monde. Et ça a très nettement augmenté ces dernières années. Donc, ça, c'est des données françaises. On voit en bleu la sleeve notamment qui a beaucoup augmenté, alors que l'anneau en rouge foncé est quasiment plus du tout réalisé. Et cette proportion de chirurgie, elle est en train de s'équilibrer entre les hommes et les femmes. Donc, contrairement aux idées reçues de dire c'est surtout les femmes qui sont opérées, ben, ce n'est pas vrai. En tous les cas, les hommes et les femmes sont atteints par cette maladie de façon probablement différente. Il y a des choses très différentes entre les hommes et les femmes, mais voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, en France, on est à 4% de personnes qui ont un IMC supérieur à 35. Hein. C'est une estimation un peu à la louche en reprenant des données, mais c'est plusieurs millions de personnes. Et malheureusement, eh bien, on ne soigne qu'à peine 5-6% des personnes. Il y a 95% des patients qui sont laissés pour compte et qui sont en danger de mort. Donc là, vraiment, moi, j'appelle nos tutelles, j'appelle les médecins et toutes les communautés pour qu'on défende ces éléments-là. Voilà, bon, je vous ai mis notamment le parcours qu'on réalise à l'Institut, qui est un parcours très standard de prise en charge qui dure minimum 6 mois à 1 an pour préparer le malade avant ce changement de vie, parce que ça va être un changement de vie, aussi bien d'un point de vue psychologique que d'un point de vue diététique, médical. On fait un bilan cardiaque complet. C'est un bilan de santé pendant 6 mois à 1 an. Et puis, on les valide après une discussion multidisciplinaire pour la chirurgie. Une fois qu'ils réalisent cette chirurgie qui se déroule, on a beaucoup travaillé dans l'équipe sur l'ambulatoire même, donc c'est possible de faire des sleeves en chirurgie ambulatoire. Pour ma part, j'en fais 50%, donc c'est pas rien. Et ça se fait très très bien avec un très bon suivi et un très bon vécu. Il faut se faire suivre. Hein. C'est une maladie chronique, on l'a dit. C'est une maladie, on doit être suivi toute sa vie. Et dans l'équipe, on demande 5 ans sur place. Malheureusement, on n'a pas les moyens humains et techniques pour suivre toute la vie tous les patients. Et il faut absolument que le médecin traitant, que les réseaux de santé, de soins prennent leur part dans ce suivi-là et doivent être aidés pour cela et formés. Et ça, c'est essentiel aussi. Et ça se fait déjà naturellement, parce que et je trouve que c'est un peu une des leçons de la pandémie Covid, hein, c'est-à-dire que les soignants français, malgré la désorganisation assez globale des tutelles, et voilà, elle s'est organisée, elle a été efficace, elle a soigné, tout le monde a pris sur soi, on s'est mobilisé globalement, donc il y a une force d'adaptation qui est assez remarquable, je pense, dans tous les pays, mais bon, voilà, un peu de chauvinisme français. Et puis un suivi qui doit notamment intégrer une gastroscopie, ce sont les recommandations actuelles, à plus de 4 ans, post-opératoire, 3-4 ans, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'œsophagite, de reflux notamment, et d'anomalies sur ces montages-là, qui, comme ils réduisent la taille de l'estomac, que ce soit le bypass ou la sleeve, le fait de réduire la taille de l'estomac fait que quand on mange trop vite, ça déborde. Il y a des reflux. Donc, c'est très mécanique, à mon sens. Et il faut surveiller ça et surtout éduquer le patient. Très important. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour un petit peu du sujet qui m'était proposé. En tous les cas, je voulais vraiment insister sur ce que je vous disais en début de topo. Le Covid et l'obésité, effectivement, deux pandémies
majeure, mondiale, de pandémie mondiale avec un événement que tout le monde a pris à bras-le-corps et tous les médias et une prise de conscience totale, mais qui a permis pour moi de vraiment révéler encore une fois qu'on est face à une maladie euh, qui ne prend pas sa cause dans le comportement. L'obésité était une véritable maladie chronique de dérèglement physiologique, même si de vous donner des détails plus précis, c'est toujours un peu plus long et complexe. La reprise d'activité, donc suivi, la prise en charge de ces patients-là, eh bien, c'est possible aujourd'hui. Hein, je fais partie de la Société française de l'obésité. On a mis en place des recommandations. Voilà, donc c'est possible. Il faut le faire avec les soignants et les équipes qui le proposent, parce que tout le monde n'a pas pu s'organiser comme il voudrait. Il y a des choix aussi d'équipes qui sont faits. Donc, mais c'est possible. Pour ma part, on a repris depuis le mois de juin, avec toutes les mesures barrières, évidemment, le dépistage. Pour ce qui me concerne, sans tri des patients, parce que moi, à titre personnel, hein, je parle sur les recommandations, on a essayé de cibler des personnes à opérer en priorité. Moi, je pense que en fait, c'est très difficile. On peut prendre par un bout ou par l'autre. On aurait tendance à prendre les patients les moins gravement malades parce qu'ils sont moins fragiles en premier, ou prendre les plus graves parce que de les faire attendre encore un peu, c'est peut-être les laisser mourir. Donc, c'est assez complexe de pouvoir faire tout ça, de faire un choix dedans. Et puis, à quel titre, pourquoi monsieur X, sur quels critères précis, ça me paraît très difficile. Donc, on a fait le choix d'une reprise d'activité humaniste de tout le monde, voilà, comme auparavant. Pour ce qui est du message aussi à retenir de cette présentation, je crois que c'est vraiment, on doit réaliser une campagne de dépistage, comme je l'ai évoqué. C'est-à-dire qu'un des enjeux majeurs aujourd'hui de la maladie obésité, c'est de savoir qui il faut dépister. 95% des gens restent tout seuls et ont des risques de mourir très importants. Et il faut le savoir. On doit faire, comme pour le diabète, comme pour le cancer, comme pour toutes les maladies chroniques, des dépistages de cette maladie. Et j'ai porté ce projet avec la ville de Paris il y a maintenant un peu plus d'un an. On avait fait la première journée de dépistage. Mais vraiment, là aussi, j'appelle l'aide et je serai à 100% pour faire des choses au niveau national. Enfin, je crois que la prise en charge thérapeutique, elle doit se développer autour de l'obésité aussi, puisqu'on a des outils fantastiques. Voilà, la télémédecine, c'est une des leçons du Covid, hein, qui est parfaitement adaptée à la prise en charge de l'obésité, puisqu'on a des personnes qui ont du mal à se déplacer et qui sont à risque de forme grave, donc il faut l'utiliser beaucoup. Voilà. Bien sûr, faire confiance aux soignants, aux équipes, hein, c'est très important. Et puis, garder en tête que peut-être qu'on va avoir une deuxième vague à l'automne, c'est ce qui nous est prédit. On ne sait pas. Peut-être que ça s'éteindra, on ne sait pas. Quoi qu'il arrive, il faut avoir aussi en tête que beaucoup des formes Covid sont asymptomatiques et qu'il faut être vigilant sur ces contaminations. Voilà, avec une contagiosité qui arrive avant les symptômes, hein. Donc ça, c'est important aussi à rappeler sur le petit point. Voilà, donc, avec toute l'équipe de l'IMM. Et je les connais, les Ouais, chers amis. exactement. Guillaume, très grand merci pour cet exposé qui est extrêmement détaillé, qui a fait le tour des questions que nous avons vues ensemble en préparant ce live talk. Il nous reste une quinzaine de minutes. J'aimerais bien que on renforce un petit peu les messages que tu viens donner et notamment tu as brillamment comparé les deux épidémies qui sont quelques points communs quand même. On les considère comme des pandémies. Certes, ce n'est pas les mêmes maladies du tout, mais en même temps, il y a cet élément émotionnel très fort dans l'un et dans l'autre aussi. Moi, ma question, ça sera quel était ton vécu, ton expérience pendant cette crise de la part des patients?
Parce que d'un côté, c'est des patients qui sont, certes, ont eu une intervention très efficace et l'efficacité de la chirurgie bariatrique est établie. Et de l'autre côté, ils ont eu quand même, d'un côté, la chirurgie, peut-être de l'autre côté, le risque de rencontrer le Covid et d'être exposé à une maladie infectieuse. Et quel était leur vécu? Comment ça se verbalisait dans le comportement? Peut-être ils ont changé leur comportement vis-à-vis de la prise en charge. Quel était le suivi que vous avez organisé? Comment ça a changé votre travail dans l'équipe aussi? Alors, très clairement, c'est une période à haut risque pour ces patients-là. D'un point de vue, on l'a vu, de la contamination et de formes graves, surtout des formes graves et de décès. Donc, c'est pas rien. C'est aussi une période à haut risque pour la maladie, puisque le confinement, il y a eu des troubles du comportement alimentaire qui se sont déséquilibrés, révélés, créés probablement pour tout le monde, hein, d'ailleurs. On est tous, tout stress, hein, on le sait, l'alimentation, c'est le premier antidépresseur de l'être humain. Donc, on l'utilise tous au quotidien. Et donc, chez des personnes qui sont malades de la mauvaise gestion physique de l'alimentation par leur corps, pas par eux, mais par leur corps, c'est un moment très difficile à vivre. Donc, on a constaté un certain nombre de troubles, de pathologies qui sont déséquilibrées, c'est vrai. Mais comme ça, à chaud, malgré tout, il y a quand même une bonne continuité puisqu'ils ont pris conscience des choses, ils se sont bien confinés. Il y a assez peu, finalement, j'ai l'impression, on n'a pas tellement de chiffres encore, mais de contamination dans nos patients. Donc, en tous les cas, les patients qu'on suit, ils étaient déjà bien investis, bien prêts, bien informés de leur maladie. On en a beaucoup parlé sur les médias, ça c'est aussi un point positif du Covid. On a, je vous l'ai dit, pris conscience que c'était un facteur en tant que tel de risque de forme grave et on a prévenu la population. Donc ça, c'est bien et ça veut dire que c'est une vraie maladie de sous-jacent. Il faut bien faire sortir cet élément essentiel. Donc voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Le retard par rapport à la chirurgie, contrairement au cancer. Au cancer, c'est dramatique puisque les chiffres que j'ai consultés, en France, on est on est à plus de 2000 dépistages par mois de cancer. Et on est passé à quasiment zéro en 3 mois. Donc, vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu 4 mois, 3 à 4 mois de cancer. Donc là, on est dans l'urgence et il va y avoir des points noirs qu'on va voir sortir. Hein. Ça, je suis assez inquiet de ce point de vue-là. Donc, l'épidémie Covid et le confinement va avoir des conséquences qu'on n'a pas encore évaluées précisément. Mais là, pour l'obésité, on n'est pas dans l'urgence. C'est une maladie chronique. Le retard qu'on a pris, il n'est pas très grave. Il n'est pas très grave. Maintenant, il faut le refaire sérieusement, bien préparé dans des équipes, etc., avec des mesures barrières, avec des parcours de soins bien orchestrés. Mais c'est pas si grave pour ce qui est des patients souffrant d'obésité, pour essayer de faire une vision simpliste. Mais encore une fois, le trauma psychique, il est là et il est là à cause du confinement dans un certain nombre de cas aussi. Merci. Et concernant la télémédecine, tu l'avais évoqué. Je sais que dans ton équipe, ça fait depuis longtemps, vous suivez vos patients et à distance et chez eux. Est-ce que ça a changé tu as raison, ça fait longtemps qu'on a très envie et que tout le monde était frileux sur les structures de soins. Ça a été c'est remboursé depuis septembre, hein, donc de 2019. Donc, il y a eu déjà un travail des pouvoirs publics qui était positif, mais personne s'y était tellement mis. Moi, c'est vrai que j'ai très envie, depuis septembre, je pousse au maximum, mais ça ne s'était pas fait. Et le Covid a permis d'ouvrir les vannes. Et là, on est rentré. Et c'est vraiment un outil fantastique. Pas pour tout, pas pour tout le monde, pas pour toutes les spécialités. Il faut bien le trier. Mais on a un outil qui nous permet de bien suivre des patients, de bien les évaluer. C'est un temps aussi où il y a des bénéfices. Pour ma part, moi, je suis enchanté parce que le patient est chez lui. Il n'est pas face à vous avec votre blouse. La hiérarchie
médicale, elle saute. Donc, c'est très Mhm. intéressant parce qu'on a beaucoup plus d'échanges et de questions. Il y a peut-être même une meilleure intégration des messages, pour moi, dans un certain nombre de cas. On a la force aussi du système visio, c'est-à-dire qu'on le voit là tout de suite ce soir. C'est-à-dire on a un zoom, on a un plan très serré, donc les gestes, le poids du mot et prend vraiment beaucoup plus de relief. Et ça, c'est très important en termes d'apprentissage et d'éducation. Donc, il y a beaucoup de positifs. C'est pas bon pour tout le monde. Pour vous dire, nous, on l'a fait pour toutes les spécialités. La psychiatrie même, qui était assez frileuse, s'y est mis. Le psychiatre qui travaille dans l'équipe s'y est mis vraiment à 100%. Il était enchanté. Mais on a quand même des situations, surtout avec la reprise d'activité actuelle, où la visio, le patient confiné qui a que ça à faire, c'est parfait. Mais malheureusement, il y a un certain nombre de patients qui prennent rendez-vous visio, qui prennent plusieurs trucs à faire en même temps, qui sont dans leur voiture, qui font une consultation dans leur voiture. Enfin, et là, ça ne va pas. Oui, ça, C'est pas possible. ça n'a pas la même. Juste pour rebondir sur ce que tu venais de dire, que il y a les côtés positifs dans cette nouvelle méthode de consulter ou une ouverture différente, avec tout en gardant à l'esprit des bons mix, des bons profils de patients en face. Est-ce qu'il y a des nouveaux skills qui sont besoin les médecins pour mettre justement ces mots en relief, comme tu viens de dire, pour Oui. savoir mettre et s'exprimer Ah oui, côté certainement. empathie, Je pense que compassion. comme tout, on apprend, on a une capacité d'apprentissage. Tout le monde peut apprendre à jouer du piano, plus ou moins bien. Voilà. Donc, il y a des capacités. Non, non, je pense que ça va être un des enjeux aussi de la médecine moderne, c'est-à-dire de les intégrer. Pas pour tout, on ne peut pas opérer en visio, on peut faire de la télé, mais pas encore. Donc, le réel, il est là. Le réel, c'est heureusement la chair, c'est essentiel. Hein. On en parle même de la résurrection de la chair. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que, bien sûr, la réalité, c'est le corps et c'est ça. Mais on a des outils modernes qui vont nous permettre d'explorer des éléments probablement éducationnels et ils vont nous permettre d'accéder à des champs personnels qu'on n'avait pas auparavant. Mhm. Et puis une facilité d'utilisation, c'est-à-dire que le patient, il n'a pas à se déplacer, il peut avoir ces éléments, on peut passer l'ordonnance, on peut faire beaucoup de choses. Pour le suivi à long cours aussi, je pense qu'il a une C'est belle place merveilleux, bien sûr. pour les consultations Il à y a eu aussi distance. une efficience. Euh, Les déserts médicaux C'est-à-dire aussi d'un côté. qu'on gagne un petit peu de temps, on a le temps de consultation et on appuie sur le bouton, ça s'arrête. Il y a plus tout le dossier qu'on va chercher, le truc. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Mais pas pour tout, bien sûr. Donc, pour te donner, là, par exemple, moi, c'est un tiers de mon activité de consultation actuellement. Quand même, ça fait un saut. Quels sont, comment ton équipe en fait a réagi à cette situation de crise de Covid? Est-ce qu'il y a eu un petit flottement de faire pas faire ou une anxiété ou Ah c'était oui, bien sûr. plutôt Alors, dans le calme et collaboration? alors, première chose, on a été touché dans l'équipe, hein, un certain nombre, plusieurs médecins, psychologues aussi. Enfin voilà, il y a eu des personnes touchées par le Covid, donc ça a fait un tremblement de terre puisqu'on se voyait. Donc voilà. Derrière, globalement, en fait, on est tous soignants et euh, voilà, on est là pour être utile et pour servir les autres. Donc, tout le monde est rentré dans cet esprit-là et on s'est orchestré pour pouvoir s'occuper et rendre service aux autres. Donc, on est rentré très vite dans la visio puisque c'était notre seule arme. Tout a été arrêté, bien sûr, hein, pendant la période Covid, jusqu'au déconfinement. Et je vous dis, jusqu'au mois de juin, on a arrêté la chirurgie qui vient de reprendre. L'activité. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments qu'on a. Tout le monde a réagi très bien. Ça nous a manqué parce qu'on ne se voyait pas beaucoup et on a un fonctionnement très familial. Famille. Et ça, effectivement, ça manque parce qu'on a l'habitude de se voir, d'échanger. Donc, on n'avait plus ce côté-là, mais on le rattrape.
Merci Guillaume, encore une fois, un très grand merci. Je regarde si on a des questions en ligne, pas tant que ça. Il me reste une qu'on avait évoquée légèrement. Quels sont des enseignements qu'on vient de tirer de cette épidémie de Covid, à part Alors, celle que tu as, l'enseignement clé en 3 mots aussi. l'enseignement clé du Covid, alors, le premier, pour moi, c'est vraiment, on peut arrêter la machine de consommation et qu'on inarrêtable. Donc ça, c'est quand même un enseignement intéressant. C'est le positif, mais le négatif, c'est que la peur fait probablement réagir. Enfin, on le savait déjà depuis longtemps, quand on s'intéresse un peu à la philosophie ou qu'on s'arrête pour réfléchir. Il faut gérer ses peurs et je pense que ça, c'est peut-être un défaut. On est parti dans des jeux de peur très complexes, donc il faudra l'analyser après coup. Et en tous les cas, il faut absolument apprendre à gérer ses peurs, c'est très important. Et puis le message que je vous ai dit aussi, c'est-à-dire pour ce qui concerne l'obésité, on est face à une véritable maladie, donc ça l'a mis en relief ce type d'événement, et il faut qu'on puisse se mettre tous ensemble, vraiment toute la bienveillance et les réactions spontanées. C'était fantastique de pouvoir voir ça, les applaudissements qu'on avait le soir ou les aides pour les personnes âgées qui se faisaient spontanément. Moi, je trouve qu'il y a des choses merveilleuses qui sont très, très positives. Donc, c'est ça qu'il faut faire fleurir, qu'il faut faire grandir. Là. Il faut arriver à couper le mauvais. Ouais. Mais bon, on verra. Je te rejoins absolument sur ce point positif. C'est ça qu'il faut garder et pouvoir fleurir. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour ton temps et grande salutation à ton équipe. Oui, merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.